Je pense que c'est son vrai père qui devrait la conduire à l'hôtel. C'est ce qu'elle a dit. Sans avertissement, sans excuse. Juste balancé comme si elle lisait une liste de courses. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste cligné des yeux. Une fois, 2 fois, puis j'ai posé la cuillère que j'utilisais pour remuer ce fichu chili que je cuisinais depuis tout l'après-midi. Fait maison. Son préféré, haricots noirs et bœuf. Épicé comme Suzanne l'aimait. J'avais même pensé au pain de maïs. Comment? Ai-je demandé, sans la regarder. Suzanne a croisé les bras, s'est appuyée contre le comptoir comme si ce n'était pas le moment où elle faisait exploser 18 ans de paternité. Ce n'est rien de personnel, John. Emily pense juste que, eh bien, c'est son mariage. Elle veut que son père biologique la conduise à l'hôtel. J'ai fini par me retourner. La cuisine me semblait plus petite que d'habitude, plus étroite en quelque sorte. Tu veux dire Rick? Le type qui a disparu en 2006 et qui ne lui a même pas envoyé une carte postale. Suzanne a expiré, cette longue expiration qu'elle utilisait toujours quand j'étais sur le point de réagir de manière excessive. Elle est juste curieuse. Il a renoué un peu avec elle et je l'ai coupé, en gardant la voix basse. Laisse-moi bien comprendre. Je paie la salle, la robe, le traiteur, le photographe, tout. J'ai même avancé la compte pour leur croisière de lune de miel. Mais quand il s'agit de l'aller, de ce moment symbolique où je me tiendrai aux côtés de la fille que j'ai élevée, elle choisit l'homme qui s'est enfui avant qu'elle ne perde sa première dent de lait. Suzanne n'a pas répondu. Je connaissais ce silence. Je l'avais entendu sous différentes formes au fil des ans, quand elle défendait les phases insupportables d'Emily. Quand elle trouvait des excuses à son frère parasite. Quand elle oubliait notre anniversaire, mais qu'elle avait de bonnes intentions. C'était le silence de quelqu'un qui avait pris une décision il y a quelques jours et qui ne m'en informait que maintenant. Elle préférerait que tu ne sois pas là. En fait, a-t-elle ajouté presque trop vite. Comme si elle savait que c'était la partie qui ferait vraiment mal. Ça y était. Pas juste une gifle, une véritable claque, la paume ouverte directement dans l'âme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le chili. Je n'ai pas demandé comment elle pouvait être assise là, dans la maison que j'ai reconstruite de mes propres mains, à côté des placards que j'ai remis à neuf l'été où Emily est partie à l'université, et me dire ça en face comme si j'étais juste un portefeuille avec un pot. Au lieu de cela, j'ai attrapé un bière dans le placard, tiède, je ne les avais pas encore mises au frais, et je l'ai ouverte. J'ai pris une longue gorgée, en regardant les carreaux de crédence que j'avais installés l'année précédente. Ceux qu'Emily m'avait aidé à choisir. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. J'avais vu les signes, subtils. Sa distance croissante, la façon dont elle s'arrêtait quand je l'appelais ma gamine. Comment elle tressaillait quand quelqu'un demandait « C'est ton père ?» et qu'elle disait juste qu'il m'avait élevé comme si j'étais un parent adoptif avec une date d'expiration. D'accord, ai-je finalement dit. Suzanne a cligné des yeux. Ce que j'ai dit, d'accord, ai-je répété, calme, mesuré, comme un homme qui vient de réaliser que la dernière page du livre était une blague. Et je le pensais parce qu'à ce moment précis, j'ai compris quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était la clarté. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, j'allais faire le mien. La maison était silencieuse. Ce genre de silence qui ne fait pas que remplir l'air, il vous oppresse, épais et lourd. Ce genre de silence qui vous permet d'entendre votre propre pouls quand vous essayez de ne pas penser. John était assis dans son bureau, un petit garage transformé qui sentait légèrement l'huile de moteur et les copeaux de cèdre. Sur les bureaux, le dossier du mariage d'Emily, autrefois classé par couleur, maintenant corné et surchargé. Il contenait des factures, des reçus, des échantillons de tissus, le genre de choses que l'on collectionne quand on investit dans le rêve de quelqu'un d'autre. Il a ouvert son ordinateur portable et a affiché son email. Objet, essayage final du smoking. Confirmation requise. Le curseur clignotait. Il a cliqué sur répondre. Veuillez annuler mon rendez-vous. Un imprévu. Cordialement, John Monsieur, c'était la première coupure. Il a fermé l'onglet, puis en a ouvert un autre. Celui-ci avait été mis en signé il y a des années. Jamais utilisé Kodiak Wildern Charter. Un voyage de pêche en haute mer d'une semaine en Alaska. Chambre, pension, matériel et solitude tout compris. Il avait enregistré le lien il y a 5 ans,
rêvant d'un voyage de retraite qu'il n'a jamais fait. Il a survolé le bouton réservé maintenant, a fait une pause, puis a cliqué. 5 minutes plus tard, son numéro de carte de crédit était saisi et l'email de confirmation est arrivé dans sa boîte de réception. C'était la deuxième coupure. Ensuite, il a ouvert son application bancaire. Il restait un dernier virement à effectuer pour l'Alliance. Platine, 2000 $, assorti sur mesure avec nous pour toujours commence aujourd'hui. Émilie avait choisi l'inscription. Il l'a fixé un long moment. Pour toujours couper. Il a soupiré et a appuyé sur envoyer le paiement. C'était la troisième coupure. 3 tranches nettes et silencieuses. Pas de cris, pas de confrontation, pas de discours moralisateur sur la trahison. Il était au-delà de tout ça. Ce n'était pas un homme qui quittait sa famille. C'était un homme qui réalisait qu'il n'en avait jamais vraiment fait partie. John a attrapé la boîte à pêche sous le bureau. Elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années, rangée à côté d'une paire de vieilles bottes à embout d'acier et d'une photo d'Emily, 12 ans, tenant sa première truite. Il a regardé cette photo pendant longtemps. Elle avait des broches à l'époque, une frange de travers aussi. Elle l'appelait papa sans la moindre hésitation. Il l'a placée face contre terre dans le tiroir. Puis il s'est levé, a ouvert le placard et a sorti son sac de voyage étanche. Lentement, méthodiquement, il a emballé des sous-vêtements thermiques, des polaires, des chaussettes, des gants, son meilleur couteau de poche, une édition de poche du vieil homme et la mer, une petite flasque en argent. Il a laissé l'invitation au mariage sur son bureau. Il n'a pas laissé de mots, n'a pas envoyé de texto, n'a pas frappé à la porte de Suzanne. Lorsque la fermeture éclair s'est fermée et que le sac de voyage a touché le sol avec un bruit sourd, quelque chose en lui s'est refermé avec elle. À l'aube, il serait dans un avion pour Anchorage, puis plus loin pour Kodiak. Il en avait fini d'être l'homme qui attendait d'être choisi. Suzanne portait son cardigan crème préféré pour le club de lecture ce soir-là. Celui avec des boutons de perles et une invincible suffisance tissée dans les coutures. Elle a apporté des barres au citron, achetées en magasin, mais transférées dans sa propre assiette pour qu'elle semble faite maison, et une bouteille de chardonnay qu'elle ne dépoussiérait que pour les grandes occasions. Et ce soir était une tournée de victoire. Les femmes se sont réunies dans la véranda ensoleillée de Marcy-Delanne, sirotant, bavardant, faisant semblant d'avoir toutes lu le mémoire attribué. Mais Suzanne était impatiente. Le sourire tirait ses lèvres avant même que le bouchon ne saute. « Comment se passent les préparatifs du mariage ?» a demandé Marcy, à moitié à l'écoute, déjà à la pêche à quelque chose de juteux. Suzanne a posé son verre avec une retenue théâtrale. « Oh, nous avons eu un petit changement de plan. » Elle a laissé reposer pour les faits. Puis Émilie a décidé qu'elle voulait que son père biologique la conduise à l'hôtel. Allaitement. Pas des allaitements choqués, plutôt le genre excité et bavard. Le genre qui sent le sang dans l'eau. Rick. L'une d'elles a cligné des yeux. N'est-ce pas? Je pensais qu'il était hors jeu. Suzanne a haussé les épaules, ce haussement d'épaules répété qui dit « Je suis au-dessus de la mêlée, mais si vous insistez. » Il a repris contact. Ils ont renoué. Ça a été réparateur pour elle. Et John est d'accord avec ça. Quelqu'un a fini par demander. Suzanne a siroté son vin. Totalement. Il a été étonnamment mature à ce sujet. Traduction, il n'a pas crié, donc j'ai gagné. Elle n'a pas mentionné la façon dont il avait regardé la crédence après. Elle l'a dit, ou plutôt le silence qui a suivi, comme un cercueil qui tombe. Non, elle s'est refaite une image, tout en douceur, comme une coopération. L'a rendu acceptable, digeste. Son récit, poli et avenant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Émilie tweetait depuis le canapé « Je n'arrive pas à y croire. Tellement heureuse que mon vrai père m'accompagne. » Visage qui pleure à chaudes larmes #béni #semaine de mariage. Les j'aime sont arrivés vite. Des cousins, d'anciens amis de la fac, même quelques-unes de ses camarades d'école d'infirmières se sont jointes. OMG, c'est magnifique. Tellement contente que tu vives ce moment. Rick n'avait pas répondu à son dernier message, ni à celui d'avant. En fait, la dernière vraie conversation qu'ils avaient eue remontait à 3 mois, lorsqu'il avait commenté une photo d'elle et de son fiancé sur Facebook, « Tu as tellement grandi. » C'était tout. Pas de suivi, pas d'appel, pas de projet. Pourtant, elle y croyait, ou voulait y croire. Elle avait imaginé ce moment parfait dans sa tête, son bras lié à l'homme qui partageait son sang,
sortant dans la lumière chaleureuse de la cérémonie pendant que les invités se tenaient en admiration. Peut-être qu'il pleurerait. Peut-être qu'elle pleurerait aussi. Elle ne s'est pas demandé ce que cela signifierait de passer devant la chaise vide où John aurait dû être assis. N'a pas pensé au fait que son vrai père n'avait jamais été celui qui avait pansé ses genoux écorchés ou assisté à ses concerts de chorale et à ses gymnases qui sentaient la sueur et les hot dogs. Ce n'était pas Rick. C'était John. Mais le récit est une chose étrange. On le raconte assez de fois, on finit par y croire. Suzanne croyait au sien aussi, que John allait bien, qu'elle avait été raisonnable, que le choix de sa fille était enraciné dans la guérison et non dans la trahison. Elle a rempli son verre au club de lecture et est passée à ses réflexions sur le mémoire, une idée à moitié mûrie sur le pardon. Et il ne lui est jamais venu à l'esprit que l'homme qu'elle pensait avoir envoyé discrètement avait disparu avec une intention qu'elle ne pouvait pas comprendre. Parce que la victoire n'est douce que lorsqu'on n'a pas réalisé ce qu'on a réellement perdu. Le soleil sur Boulder était impitoyable ce jour-là. Lumineux, impitoyable, trop joyeux pour la tournure que prenaient les choses. La cérémonie était organisée en plein air, dans un vaste domaine juste à l'extérieur de la ville. Chaises pliantes blanches, roses bordant l'allée. Un quatuor à cordes répétait doucement sous un dais, leurs notes légèrement désynchronisées à cause de la nervosité ou de la chaleur. Les invités arrivaient lentement, vêtus de lin pastel et de chaussures hors de prix, tamponnant leur front avec des programmes qui servaient aussi d'éventail. Émilie était assise dans la suite nuptiale, entourée de miroirs, de demoiselles d'honneur et de fer à friser, mais ses yeux étaient rivés sur le téléphone posé sur ses genoux. Un seul message non lu, pas de lui, juste un fleuriste lui demandant si elle avait encore besoin de boutonnières supplémentaires. « Détends-toi. » L'une de ces demoiselles d'honneur a plaisanté, prenant son silence pour du trac. « Tu es rayonnante. » Émilie a esquissé un sourire crispé. Son bouquet commençait déjà à se flétrir sur les bords, tout comme sa confiance. Elle a ajusté l'ourlet de sa robe sur mesure, celle que John avait payée, et a regardé vers la porte comme s'il allait entrer avec sa frappe familière, tenant une tasse de café comme il le faisait les matins d'école. Mais il n'y avait que le silence et Suzanne. En bas, Suzanne arpentait le hall principal, son téléphone serré contre son oreille, les jointures blanches. Encore la messagerie vocale. « Rick, c'est Suzanne. Où es-tu ? La cérémonie commence dans 20 minutes. Émilie attend. Tout le monde attend. Appelle-moi. » Elle a raccroché, puis a rappelé. Messagerie vocale. L'organisatrice de l'événement, faisant de son mieux pour maintenir la machine en marche, s'est approchée. Tout va bien pour l'ordre du cortège. Suzanne a affiché un sourire comme un masque de cire. Oui, juste un léger retard. Son père est un peu en retard. Faut-il retarder la cérémonie ? Non, a dit Suzanne rapidement. Non, il sera là. Mais il ne le serait pas. Elle le savait quelque part au fond de ses tripes. Elle le savait quand elle avait parcouru son Facebook la veille au soir et avait réalisé que son dernier message concernait un tournoi de poker à Vegas. Elle le savait quand il avait cessé de répondre aux SMS il y a 3 jours. Mais elle avait ignoré cet instinct tout comme elle avait ignoré les 18 dernières années de paternité réelle qu'Émilie avait reçues. Dans la foule, des murmures avaient commencé. N'a-t-elle pas dit que son beau-père l'avait élevée ? Où est-il d'ailleurs ? Je pensais qu'il avait financé tout le mariage. Le quatuor à cordes a commencé à jouer une douce interprétation du canon en ré majeur. Trop tôt. Émilie se tenait à l'entrée du jardin, bouquet dans les mains tremblantes, fixant la longue allée qu'elle était censée descendre. Seule, Suzanne est apparue à ses côtés, les lèvres serrées. Il est probablement juste coincé dans les embouteillages, a-t-elle chuchoté. Émilie n'a pas répondu. Ses yeux se sont dirigés vers l'horizon comme si, peut-être, Rick allait arriver en trombe au coin de la rue. Les bras ouverts. Rien. Les invités ont commencé à se tourner sur leur siège, sentant le retard, leur conversation s'interrompant alors qu'ils attendaient que quelque chose se produise. N'importe quoi. L'officiant s'est avancé lentement, jetant un coup d'œil à Suzanne avec un sourcil levé. Allons-nous commencer ? Suzanne a acquiescé trop rapidement. Émilie n'a pas bougé. Elle a regardé le long de l'allée, puis par-dessus son épaule, puis de nouveau la foule. Il n'y avait pas de père qui l'attendait au bout. Ni John, ni Rick, juste 150 paires d'yeux, tous se demandant la même chose. Que diable s'est-il passé ici ? La façade ne s'était pas encore brisée, mais de fines fissures se répandaient rapidement. L'air était toujours étouffant.
Émilie se tenait juste au-delà de la treille, serrant toujours le bouquet comme s'il pouvait l'ancrer à ce moment. Les demoiselles d'honneur chuchotaient derrière elle, faisant semblant de ne pas voir la panique monter derrière son sourire forcé. Suzanne planait comme de l'électricité statique, agitée, bourdonnante de déni, chaque centimètre d'elle criant « Tiens bon ». Les invités avaient commencé à regarder leur montre. L'officiant a toussé poliment et a baissé les yeux sur son script pour la 4e fois. Le quatuor à cordes était passé à un doux barbouillage ambiant, essayant de ne pas trahir le fait qu'ils improvisaient complètement maintenant. Et puis le téléphone d'Émilie a sonné. Un seul SMS, une seule ligne. Désolé, ma puce. Urgence au travail. Je ne peux pas venir. Pas je t'aime. Pas on se rattrapera. Juste ce froid, plat, méprisant. Son souffle s'est coupé. Elle l'a lu une fois, puis une deuxième fois, comme si, en le fixant assez longtemps, les mots allaient se réorganiser en quelque chose d'humain. Suzanne a vu son visage s'effondrer. Elle n'a pas eu besoin de demander. Qu'est-ce qu'il a dit? A-t-elle chuchoté, les yeux plissés? Émilie n'a pas répondu. Son pouce a plané au-dessus de l'écran. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Le corps a cette façon de bloquer les larmes quand il y a trop de monde qui regarde. Suzanne a arraché le téléphone de sa main. L'a lu. C'est figé. Puis, sans réfléchir, elle a sifflé. Incroyable. Ce fils de... Émilie n'a pas tressailli. Elle a juste regardé de nouveau l'allée comme si elle essayait de repérer jaune parmi la foule de visages. Une sorte de mémoire musculaire dans son cœur espérait encore qu'il viendrait quand même. Qu'il l'attendrait peut-être là, les bras ouverts, les yeux doux, mais cette allée était toujours vide. Et l'homme qu'elle avait choisi, son vrai père, s'était retiré avec toute la chaleur d'un email automatisé. Suzanne a commencé à paniquer. On va trouver une solution. Peut-être que ton oncle Brinck peut t'accompagner. Ou attends, et ton cousin Greg? Émilie a répliqué. Greg a 15 ans. Suzanne a ouvert la bouche. Mais elle la referma aussitôt. Elle tâtonnait maintenant, s'accrochant à des chimères et à des solutions illusoires. La réalité se frayait un chemin à travers son illusion soigneusement construite, et ce n'était pas en douceur. La foule était agitée. Un invité au fond toussa fort, délibérément. Un autre vérifia son téléphone et murmura « Nom de Dieu ». Une des demoiselles d'honneur se pencha. Tu pourrais simplement descendre seule. Faire comme si c'était un acte d'émancipation. Émilie lui lança un regard qui la fit reculer immédiatement. L'émancipation n'était pas le thème ici. L'incrédulité l'était parce que malgré tous ces tweets sur les moments de contes de fées et les retrouvailles, malgré toute la suffisance de Suzanne au club de lecture et les excuses vagues concernant l'absence de John, rien de tout cela n'avait fait apparaître Rick. Il était à nouveau un fantôme, comme il l'avait toujours été. Seulement cette fois, il avait attendu que les caméras tournent. Et maintenant, tout le monde le voyait. Chaque personne assise sur ses chaises pliantes blanches savait maintenant qu'on avait dit à l'homme qui l'avait élevé de rester à la maison, tandis que l'homme qui l'avait abandonné n'avait même pas pris la peine d'inventer une excuse, jusqu'à l'heure de la cérémonie. Émilie regarda l'écran une dernière fois, puis verrouilla le téléphone. Ses mains tremblaient. Le bouquet tremblait légèrement. Les rêves ne se brisent pas toujours comme du verre. Parfois, ils pourrissent en pleine floraison, lentement et silencieusement, jusqu'à s'effondrer dans vos mains. Et la voilà, vêtue d'une robe à $4200 que John a payée, seule devant une foule qu'elle n'était pas prête à affronter. Pas sans un père. Pas avec ce père. Les chuchotements commencèrent comme une douce brise traversant la foule, à peine audible au début, puis croissant couche par couche, comme une rafale inattendue menaçant de soulever toute cette satanée tente. Je croyais que John l'avait élevé. Il n'est même pas là. Attends, n'est-ce pas le beau-père qui a financé tout ça? N'a-t-il pas construit leur terrasse l'année dernière à la main? Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de l'indignation. C'était pire. De la confusion. Cette sorte de curiosité étouffée et malaisée qui se glisse quand les gens sentent un mensonge vaciller sur ses talons. Suzanne était assise au deuxième rang, serrant son sac à main à s'en blanchir les jointures, essayant d'avoir l'air sereine et fière et totalement maîtresse de la situation. Mais sa main gauche n'arrêtait pas de trembler. Elle n'arrêtait pas de tapoter l'ourlet de sa robe, enlevant des peluches imaginaires qui n'étaient pas là, n'importe quoi pour s'occuper et ne pas avoir à regarder Émilie parce qu'Émilie était figée au début de l'allée. Une mariée sans escorte, sans mouvement, sans plan B.
2 chaises plus loin, Marcy Delaney se pencha vers son mari, murmurant « Je me souviens quand John venait chercher Emily à la chorale des jeunes. Chaque dimanche, qu'il pleuve ou qu'il vente. » Il hocha lentement la tête. N'a-t-il pas aussi co-signé ses prêts étudiants? Une troisième voix intervint. Un oncle du côté du marié. Alors, où diable est-il? Suzanne entendit tout. Elle entendit tout. Comme des échos rebondissant à l'intérieur d'un autocuiseur. Elle sourit. Le genre de sourire que vous arborez quand vous êtes à 2 secondes de craquer, comme des mouchoirs en papier trop tendus. Ses lèvres tenaient bon, mais sa mâchoire se serra si fort qu'elle claqua. Elle voulait se lever pour dire quelque chose. N'importe quoi. Peut-être lancer une phrase sur le fait que John avait un engagement antérieur. Peut-être inventer une maladie de dernière minute ou une urgence professionnelle. N'importe quoi qui ne la fasse pas passer pour la femme qui a vu son mari disparaître après 18 ans de paternité et qui l'a ensuite laissé s'en aller. Mais cela signifierait le reconnaître. Et le reconnaître maintenant signifierait admettre le choix qu'ils avaient fait. Alors elle resta silencieuse et les murmures grandirent. Le fiancé d'Emily était sur le côté, parlant à voix basse avec l'officiant, retardant clairement les choses. La mère du marié chuchotait à la demoiselle d'honneur. Les demoiselles d'honneur étaient alignées maladroitement, ne sachant pas si elles devaient rester en place ou s'asseoir. Et Emily, elle ne pleurait pas. Elle fixait droit devant elle l'allée, serrant toujours le bouquet comme si c'était la seule chose qui maintenait sa colonne vertébrale droite. Ses yeux étaient grands ouverts, secs, fixes, comme quelqu'un qui attend que les portes de l'ascenseur s'ouvrent et qui réalise qu'elles ne s'ouvriront jamais. Un invité au 4e rang sortit son téléphone et commença à taper, chuchotant à son voisin. « Je jure que John n'est pas là. » « C'est dingue. » Il était toujours là. Un autre intervint. « Vous imaginez financer un mariage et se faire dire de ne pas venir? C'est glacial et c'est le karma. » Cela s'était installé parce que ce n'était pas seulement que Rick ne s'était pas présenté. C'est que tout le monde l'avait remarqué. Et maintenant, l'équation sociale changeait en temps réel. Le vrai père avait disparu. Le beau-père était parti, mais pas absent. Et toute la salle faisait le calcul émotionnel à voix haute en temps réel. Chaque regard, chaque murmure, chaque hochement de tête subtil était une fissure qui se formait sous le récit parfait de Suzanne. Et il n'y avait aucun moyen de le recoller sans admettre ce qu'ils avaient fait. Et John? John n'était pas là pour en être témoin, mais le monde l'était. La musique s'estompait en plein milieu d'une note comme si quelqu'un avait coupé le courant. Le quatuor regarda autour de lui nerveusement, ne sachant pas s'il devait s'arrêter ou recommencer. L'officiant s'avança et s'éclaircit la gorge, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. Sa voix résonna à travers la foule assise comme un coup de marteau de tribunal. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. » Les chaises se sont déplacées. Les programmes ont été rangés. Tout le monde s'est levé. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée de l'allée, dans l'attente, avec espoir, totalement inconscients de ce dont ils allaient être témoins. Emily inspira profondément, une respiration profonde et tremblante, puis une autre. Elle s'avança seule. La traîne de sa robe traînait derrière elle comme une ancre. Ses talons tapaient trop fort contre le plancher de bois sous le tapis, et à chaque pas qu'elle faisait, le poids de 1000 regards pesait de plus en plus sur sa peau. Elle atteignit le milieu du chemin et s'arrêta, instinctivement, attendant. C'est là que son père était censé la rejoindre. Rick en théorie, John en vérité. Mais il n'y avait personne. Le vent se leva légèrement, ébouriffant son voile comme si l'air lui-même essayait de fuir ce moment. Au premier rang, Suzanne se raidit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais aucun son ne sortit. Elle avait l'air acculée, piégée dans un piège social qu'elle avait elle-même conçu. Émilie jeta un coup d'œil de côté. Son visage se fissura. L'officiant, confus mais dévoué, finit par poser la question traditionnelle. « Qui donne cette mariée ?» Silence. Pas une toux. Pas un murmure. Même pas le bruissement des robes ou des costumes. Juste le silence. La bouche d'Émilie se contracta. Ses yeux se tournèrent vers Suzanne, puis vers le marié, puis vers les invités, puis de nouveau vers l'allée vide derrière elle. Toujours rien. Pas de père sortant pour sauver la situation. Pas de main tendant la sienne. Pas de seconde chance. Surgissant des coulisses comme un miracle de dernière minute. Sa lèvre trembla. L'officiant réitéra.
plus doucement maintenant. Qui donne cette mariée? Suzanne, dans un moment de panique, ouvrit la bouche. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Émilie murmura, « Personne ». Cela sortit à peine audible, comme le son de quelque chose qui se brise intérieurement. L'officiant hésita, puis hocha la tête presque trop respectueusement, et lui fit signe d'avancer. Elle fit un pas de plus, puis un autre, mais son rythme ralentit. Ses yeux se remplirent, sa vision se brouilla. Au moment où elle atteignit l'autel, ses mains tremblaient. Le bouquet commençait terriblement à se défaire. Une rose blanche tomba par terre. Personne ne l'avait ramassée. Le marié lui toucha doucement le bras, hésitant. Elle tressaillit. Ce n'était plus seulement de l'embarras. C'était l'effondrement. Tous les selfies filtrés, les hashtags bénis, la version édulcorée de sa vie qu'elle avait diffusée dans le monde entier, tout cela importait peu maintenant. Parce qu'au moment même qui était censé définir l'amour, l'héritage et la famille, elle se tenait complètement, douloureusement seule, sans John, sans Rick, juste l'écho obsédant de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être, et la froide réalisation que parfois, quand on choisit le fantasme plutôt que la loyauté, on finit par n'avoir ni l'un ni l'autre. Le soleil ne se couche jamais vraiment aussi loin au nord. Pas fin juin. Il plane juste près de l'horizon comme s'il était trop paresseux pour dormir, projetant une lumière dorée sur les eaux glaciales du golfe d'Alaska. L'air sent le sel et le pain est quelque chose d'assez pur pour piquer. John se tenait près du bord du bateau de location, les mains burinées agrippant sa canne à pêche. Sa veste était zippée à moitié, sa casquette abaissée. À côté de lui, le guide ajustait du matériel sans parler. Ils avaient déjà assez parlé ce matin des habitudes du flétan, des marées, du poids du matériel. Rien de personnel, rien d'émotionnel, juste comme John l'aimait. Il lança sa ligne d'un mouvement fluide, le moulinet chantant brièvement avant de se taire dans une attente propre et patiente. L'eau clapota doucement, comme si elle respectait l'homme qui la regardait. Dans un coin du pont, rangé sous une boîte de matériel de rechange et une vieille carte pliée, le téléphone de John vibra une fois, puis une autre, puis 3 fois de suite. Il ne regarda pas. Il savait ce que c'était. Il pouvait presque entendre la voix de Suzanne dans ce premier texto. « John, s'il te plaît, appelle-moi. » Ou celle d'Émilie, « J'avais tort. J'ai besoin de toi. J'ai fait une erreur. » Mais ce téléphone, il aurait aussi bien pu être sur la Lune. Au lieu de cela, il plongea la main dans la glacière, en sortit une bière, l'ouvrit avec un sifflement qui résonna dans la mer ouverte. Il prit une longue gorgée et expira, les yeux fixés sur l'eau. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence. Pas l'absence de son, mais l'absence d'attente. Personne ne lui demandait de réparer les choses. Personne ne lui demandait de se sacrifier. Personne ne rebaptisait sa trahison comme étant de sa faute pour être trop calme. Juste le lent clapotis rythmé des vagues contre la fibre de verre. John se souvenait de la date du mariage. Il n'avait pas oublié. Il pouvait se le représenter dans sa tête comme un film projeté pour quelqu'un d'autre. Les invités s'éventant dans une chaleur torride. Émilie serrant un bouquet. Suzanne faisant semblant de tout maîtriser. Et il imagina l'allée vide. Il sourit pour lui-même. Pas un sourire amer, pas cruel, juste libre. Il ne se sentait pas en colère. Il ne se sentait même pas vengé. Il se sentait fini. 18 ans à donner, à être présent, à être la présence stable sur laquelle elle pouvait toujours se rabattre. Et maintenant, pour une fois, il se choisissait lui-même, choisissant la mer, le calme, le goût de la bière sous un soleil qui ne dort jamais. La canne s'inclina légèrement, une touche. Il rembobina lentement, régulièrement, délibérément, sans se précipiter, sans poursuivre. Lorsque le poisson finit par jaillir, battant et furieux dans le filet, John rit pour la première fois depuis des semaines, bas et facilement. Son téléphone vibra à nouveau derrière lui. Il ne se retourna même pas. Parce que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on cesse de donner. Dimanche matin, Suzanne avait perdu son sang-froid. Ce qui avait commencé comme une inquiétude contrôlée le jour du mariage s'est transformé en un désespoir manifeste. Ses appels sont devenus erratiques. 10 dans la première heure, 5 de plus pendant la nuit. Chacun allant directement à la messagerie vocale. Chacun sonnant de plus en plus différemment de la femme qui avait autrefois dit à son mari de ne pas assister à cet événement parce que ce n'était pas son moment. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine pieds nus, les cheveux attachés en un chignon frénétique,
le maquillage maculé par sa tentative d'hier de paraître présentable pendant la réception, celle qui ressemblait plus à un éloge funèbre. Émilie n'était pas descendue. Elle s'était enfermée dans la chambre d'amis après l'after-party, toujours dans sa robe de mariée lorsqu'elle s'était effondrée face contre terre sur le lit d'amis. Suzanne avait frappé 2 fois. Pas de réponse. À 8h47, Suzanne appela à nouveau. Messagerie vocale. Elle appela depuis le téléphone de la maison, puis depuis le téléphone de son frère, puis depuis son ancienne ligne de travail. Toujours rien. Elle ouvrit ses messages. L'écran était un cimetière de textos envoyés. Des bulles bleues empilées comme des dominos, toutes non lues. John, je sais qu'on t'a fait du mal. S'il te plaît, appelle. Émilie ne va pas bien. Elle n'a pas dit un mot depuis la cérémonie. J'ai paniqué. J'avais tort. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. S'il te plaît, laisse-nous juste entendre ta voix. Tu avais raison à propos de Rick. On a fait une erreur. Elle te demande. Je te demande. À midi, Émilie finit par émerger, pieds nus et le visage boursouflé, portant toujours les boucles d'oreilles en diamant que John lui avait offertes pour sa remise de diplôme d'infirmière. Elle s'assit à la table de la cuisine comme si elle assistait à sa propre condamnation. Suzanne lui versa une tasse de café, les mains tremblant légèrement. Il ne répond pas, dit-elle doucement. Émilie hocha la tête. Je sais. Elle attrapa son téléphone, ouvrit ses messages, fit défiler des centaines de textos de mariage, de tags Instagram et de messages de félicitations, trouva le dernier fil de discussion avec John, la dernière chose qu'elle lui avait envoyée il y a 2 semaines. Je pense que ça voudra dire beaucoup d'avoir mon vrai père là. Elle le fixa, le pouce hésitant, tapa, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu as toujours été mon père. Toujours. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, reviens à la maison. Envoyé. Elle attendit. Rien. Une seule coche. Pas de lecture. Pas de réponse. Elle essaya à nouveau. Une note vocale cette fois. Sa voix se brisa à mi-chemin. Je ne voulais pas te repousser. J'étais stupide. Je pensais? Je ne sais même pas ce que je pensais. Je suis tellement désolé. Tu étais là tous les jours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Elle avait péché. Reposa le téléphone. Observa l'écran comme s'il lui devait un miracle. Il resta là, sombre et silencieux. Suzanne serra son cardigan et murmura plus pour elle-même que pour quiconque. Il répond toujours, mais pas cette fois. Parce que lorsqu'un homme apprend la différence entre être nécessaire et être utilisé, il cesse de répondre. John était assis sur le quai derrière la cabane qu'il avait louée à l'extérieur de Kodiak. La marée était basse, révélant des rochers noirs et glissants et des squelettes de vieux casiers à crabes emmêlés dans des algues. Un corbeau se fit entendre quelque part derrière lui. Un croassement lent et résonnant qui semblait plus amusé que menaçant. Sur ses genoux, le téléphone vibra à nouveau, bas, persistant, pitoyable. Il l'ignora. Il faisait de la sculpture sur bois, pas dans un but précis, mais en façonnant un morceau de bois flotté avec une petite lame qu'il portait dans sa poche depuis des années. Les mouvements étaient insensés, méditatifs, le genre de répétition tranquille qui retenait l'impulsion de trop ressentir d'un coup. Finalement, la curiosité prit le dessus. Il posa le bâton et retourna le téléphone. 16 appels manqués. 9 nouveaux messages. Le dernier d'Émilie il y a à peine 20 minutes. J'avais tort. Papa, je suis tellement désolé. S'il te plaît, reviens à la maison. Il le lut une fois. Puis à nouveau, papa, ce mot était suspendu là comme un tour. Elle ne l'avait pas appelé ainsi depuis des années. Pas sincèrement. Pas sans l'astérisque implicite. Beau. Pas vrai. Remplaçant. Maintenant, c'était censé combler le vide qu'elle a des. UG. Il pouvait presque entendre la note vocale qui accompagnait ce mot. Désespéré, craquelé, probablement enregistré depuis la chambre d'amis où elle boudait. Ou peut-être la cuisine. Cette même cuisine où Suzanne s'était un jour tenue devant lui et avait dit qu'elle préférait son vrai père. Il fixa le message plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Pas parce que ça l'émouvait, parce que ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune étincelle de chaleur,
Aucun désir brûlant de pardonner, aucune montée d'instinct paternel, juste l'immobilité. Comme regarder une scène de film qu'on a déjà vue trop de fois. Connaissant la fin, connaissant la déception, sachant que peu importe la sincérité du monologue, le mal est déjà fait. John laissa le message là pendant encore 10 secondes. Puis son pouce hésita. Un coup sec, supprimé, pas de réponse, pas de brouillon, pas de remords. Il fit défiler le reste. Les textos de Suzanne étaient plus longs, apologétiques, paniqués. John, je n'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit. J'essayais de protéger son moment. Je ne voulais pas t'effacer. Nous avons eu tort. S'il te plaît, parlons-nous. S'il te plaît. Il ne supprima pas cela. Il ferma simplement l'application. Il reposa le téléphone face contre table, laissant le soleil chauffer l'arrière jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il retourna à sa sculpture sur bois parce que la vérité s'était finalement cristallisée. Pas dans ses excuses, pas dans le regret de Suzanne, pas dans le son de ce mot « papa » tapé trop tard. Elle s'était cristallisée dans son choix. Ils ne l'ont pas seulement écarté, ils l'ont remplacé. Et maintenant, il réalisait que le remplaçant ne s'était jamais présenté. Dommage que certains gâchis ne se nettoient pas. Certains moments n'ont pas de seconde chance. Et certains pères, ils ne reviennent pas juste parce qu'on réalise enfin qu'ils étaient les vrais depuis le début. Internet ne dort jamais. Et il a un goût pour le sang quand il sent l'hypocrisie. Tout a commencé comme une publication jetable sur un subreddit local de Boulder. Posté par YouVenuv89. J'ai assisté à un mariage ce week-end où le beau-père de la mariée, qu'il a élevé depuis l'âge de 5 ans et a tout payé, n'était même pas invité. Elle a choisi son vrai père pour la conduire à l'hôtel. Il a fait faux bond, la laissant là. Je n'arrête pas d'y penser. Une photo était jointe, floue, prise de la deuxième rangée. Émilie debout seule en tête de l'allée. Bouquet tremblant, yeux vitreux. Pas de père, pas de mouvement, juste la maladresse brute et non coupée d'un moment qui a mal tourné. Les commentaires ont explosé en 1 heure. Attendez, le gars qui a tout payé n'a même pas été autorisé à assister. Imaginez élever quelqu'un toute votre vie et être remplacé à la dernière minute. Brutal. Ingrat ne suffit même pas à décrire ça. C'est exactement pour ça que certains hommes vont pêcher en Alaska et ne reviennent jamais. Et puis sont venues les versions virales, des captures d'écran sur Twitter, des vidéos explicatives sur TikTok avec de la musique dramatique, des chaînes de réaction disséquant ça comme un véritable podcast de true crime. Quelqu'un sur Facebook a même publié un fil de discussion intitulé « Le père qui s'est présenté pendant 18 ans et a été ghosté à l'hôtel ». Les réponses étaient impitoyables. Son cœur ne gratte même pas la surface. C'est du vol émotionnel, pur et simple. Elle ne mérite pas de l'appeler papa maintenant. Pas quand c'est pratique. J'espère qu'il ne répondra jamais à un seul de leurs textos. Suzanne en a entendu parler pour la première fois par Marcy. Un appel téléphonique doux et secoué. Tu as vu Reddit? Suzanne n'utilisait même pas Reddit, mais elle a cliqué sur le lien que Marcy lui avait envoyé par texto et a regardé l'histoire se dérouler en temps réel. Le post avait 38 000 votes positifs, puis 41 000, puis 63 000. Un article de BuzzFeed a suivi. Une mariée choisit son père biologique au lieu du beau-père qui l'a élevé. Internet explose. Elle a fait défiler les commentaires. Certains sont vicieux. J'espère que ce beau-père vivra le reste de sa vie à pêcher en paix. La mère est tout aussi mauvaise. Imaginez laisser votre mari se faire remplacer comme une veste de costume. D'autres étaient plus tranchants dans leur tenue. Il n'a jamais été un remplaçant. Il était toute la structure. Vous ne réalisez pas quel genre d'homme vous aviez jusqu'à ce qu'il soit parti et injoignable. Suzanne a fermé l'application. Émilie était toujours dans la chambre d'amis, son téléphone complètement déchargé. Son maquillage de mariage encore maculé et des traînées sous ses yeux comme des marques fantômes d'une cérémonie qui ressemblait moins à une célébration qu'à un regret diffusé en direct. Le soir, même des parents éloignés avaient envoyé des textos. Est-ce vrai? Pourquoi John ne l'a-t-il pas conduite à l'hôtel? Pourquoi n'était-il pas là? La vraie question enfouie sous tout ce bruit était celle à laquelle Suzanne ne pouvait pas échapper. Qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il resterait fidèle alors que vous aviez clairement indiqué qu'il était facultatif? Ce qu'il n'avait pas compris, ce que tout le monde en ligne avait immédiatement compris, c'est qu'un amour comme celui de John ne survit pas à l'effacement. Il disparaît discrètement.
Puis il laisse le silence parler. 3 semaines se sont écoulées. Denver s'était un peu refroidi à ce moment-là. Wood perdant son emprise. Le matin plus vif, la lumière plus dorée qu'aveuglante. La vie continuait. Les voitures toujours entassées. LI 25. La pelouse toujours arrosée. Mais pour Suzanne, tout avait ralenti. Emily était retournée dans son appartement avec des yeux gonflés et un album de mariage qu'elle ne voulait pas ouvrir. Les photos racontaient une version aseptisée de la journée, elle debout seule, bouquet centré, lèvres étirées en un demi-sourire crispé. Ils avaient renoncé à commander des tirages. Le buzz autour de l'histoire du beau-père s'est estompé comme le font les choses virales, mais il n'a pas disparu. Il persistait en chuchotement à l'épicerie, à la salle de sport. Une femme à la pharmacie a murmuré, « C'est dommage ce qu'ils ont fait à cet homme. » Assez fort pour que Suzanne l'entende. Elle n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Puis, un jeudi matin, c'est arrivé. Suzanne est entrée dans la quincaillerie locale. Une liste à la main. Enduit, colle à bois. Une ampoule de remplacement pour le Porsche arrière. Elle était à mi-chemin de l'allée 6 quand elle a levé les yeux et l'a vu. John bronzé, calme, 5 kilos de moins, portant une vieille chemise de flanelle, un jean et une casquette de baseball défoncée qu'elle ne reconnaissait pas. Il avait l'air bien, pas guéri exactement, mais accompli comme quelqu'un qui avait déposé un fardeau qu'il n'aurait jamais dû porter en premier lieu. Pendant une seconde, elle s'est figée. Puis, comme un réflexe, John, attends. Il tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Les lèvres de Suzanne s'entr'ouvrirent. Sa main tressaillit légèrement à son côté, comme si elle allait le rejoindre, comme si peut-être elle allait lâcher quelque chose de répété, mais désespéré. Je suis désolé. Tu avais raison. Tu lui manques. Mais avant qu'elle puisse parler, John fit quelque chose de plus simple. Il sourit. Pas large, pas amer, juste assez pour dire « Je te vois et je suis libre maintenant ». Puis il se tourna doucement, délibérément, et s'éloigna. Pas d'accusation, pas de grand monologue, pas besoin de s'expliquer à la femme qu'il a vu se faire effacer, à aider à l'effacer, et ne la chercher qu'après l'effondrement du fantasme. Suzanne resta là dans cette allée éclairée au néon à côté des cisailles de jardin et des tournevis rouillés, tenant sa liste de courses comme si elle pouvait encore lui donner un but. Mais elle ne le pouvait pas parce que le silence de John n'était plus une absence. C'était une présence. C'était tout ce qu'elle ne lui avait jamais donné. Le dernier mot, le choix final, la dignité de s'éloigner sans avoir besoin d'être vue. C'était son triomphe. Pas de vengeance, pas de revanche. Juste un homme qui a finalement cessé de demander une place à une table où il lui avait retiré sa chaise depuis longtemps et qui est entré dans une vie qui ne demandait plus la permission.